De Bruno Retailleau sur l'Espagne souhaitant la mettre au banc des nations européennes. Écoutez, chaque jour nous apporte des déclarations plus ahurissantes les unes que les autres. Voilà. Bruno Retailleau qui explique qu'il veut mettre l'Espagne au banc des nations européennes. Ça n'a pas de sens. Il veut recréer des frontières avec l'Espagne. Parce que de toute façon, la loi française c'est une chose, mais la loi européenne en est une autre. Bon. Et je rappelle à monsieur Bruno Retailleau, qui le sait évidemment, que nous faisons partie de l'Union européenne et que il est interdit d'avoir quelque contrôle que ce soit entre les pays de l'Union. Voilà. Ça s'appelle, c'est l'article 65, je crois, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est l'Union européenne veille à l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Veille à l'absence de contrôle. Ça, c'est vraiment important. Donc ce que dit M. Retailleau est impossible dans le cadre des traités européens. Alors, évidemment, certains vont dire, mais il le fera quand même. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable parce que, à supposer qu'il introduise donc des contrôles aux frontières avec l'Espagne, eh bien, aussitôt l'Espagne, mais aussi probablement le Portugal, et aussi peut-être d'ailleurs d'autres pays d'Europe, ça susciterait à l'intérieur de l'Union européenne une bronca. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et M. Retailleau mettrait la France dans son tort. Donc ça se traduirait par la Commission européenne saisissant la Cour de justice, et nous serions condamnés par la Cour de justice de l'Union européenne avec des amendes journalières, sans doute se chiffrant en centaines de milliers d'euros, tant qu'on maintiendrait ça. Donc si M. Retailleau veut rétablir des contrôles aux frontières, ce que par ailleurs je peux comprendre, il faut qu'il s'en donne les moyens juridiques. Les moyens juridiques consistent à sortir de l'Union européenne. Et non pas d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y a un autre oiseau dans le même genre, c'est M. Lisnard. Alors M. Lisnard, j'ai regardé au passage, j'en profite pour en parler, j'ai vu qu'il a sorti une espèce de synthèse de son programme sur l'immigration. Alors j'ai vu que la première mesure de M. Lisnard, je n'affabule pas, je l'ai lu et relu, je me suis rendu, c'est engager une partie de bras de fer avec la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis désolé, moi les bras mentons, si vous voulez, c'est pas un propos de chef d'État, ça. Si on va, d'abord, c'est pas des choses qu'on annonce à l'avance. De Gaulle, il a fait une partie de bras de fer avec le marché commun lorsqu'il a décidé de faire la politique de la chaise vide en 1965. Mais il ne l'avait pas annoncé à l'avance, c'est arrivé brutalement, et comme il l'avait dit à Alain Peyrefitte, il avait dit « Nous allons garder un silence effrayant ». Et les autres partenaires se sont dit « Qu'est-ce qui se passe avec la France ?» C'était l'anti-Baratin à la Macron ou à la Retailleau. Voilà, c'est des gens qui parlent, ou à la Lisnard, des gens qui parlent. Voilà. C'est-à-dire qu'un chef d'État, il dit pas on va engager une partie de bras de fer avec la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, ça veut dire quoi au passage? Avec la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, où il y a tous les pays du continent, quasiment, en tout cas il y en a plus que de membres de l'Union européenne, pour les beaux yeux de M. Retailleau, ils vont d'un seul coup changer de... Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai déjà dit ce que je pense sur ces questions. S'il y a des articles de la CEDH qui ne nous plaisent pas, ou même si l'ensemble ne nous plaît pas, bien la France se retire de la CEDH. Point. Voilà. Ça, c'est impeccable juridiquement. Personne ne peut revenir dessus où on dénonce tel ou tel article. Voilà. Mais on engage. Je vais pas dire je vais engager une partie de bras de fer, parce que ça veut dire. Et alors, s'il perd la partie de bras de fer, il se passe quoi? Bon, voilà. Alors j'ai vu que M. Retailleau aussi, pour parler de lui, M. Lisnard, pour parler de lui. De toute façon, ils sont du même parti à l'origine. Hein. Tout ça, ils se bouffent le nez les uns les autres. Mais enfin, tout ça, c'est le même magma LR. Donc M. Lisnard s'est retiré. Mais j'ai vu que M. Lisnard, il dit qu'il veut faire prévaloir le droit national sur les traités européens. Il veut faire prévaloir la Constitution française sur les droits européens. Mais ça, c'est une vieille lune. Madame Le Pen l'a dit, ça fait 15 ans que le RN le dit, que d'autres le disent, sauf que c'est pas possible. Monsieur Lisnard, il faudrait un petit peu se tenir au courant. La Cour de justice de l'Union européenne a déjà décidé que ça n'était pas possible, que c'était interdit, que les traités devaient prévaloir sur les constitutions nationales. Donc ça veut dire que, en fait, monsieur Lisnard, comme monsieur Retailleau, d'ailleurs, promettent des choses qu'ils ne pourront pas tenir. Tout ça parce qu'ils savent que dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est la mort médiatique assurée.
Donc ce sont les petits toutous, hein. Ce sont des toutous de Bolloré, de Bernard Arnault, de Patrick Drahi. C'est ça en fait, des petits caniches. Ils disent oh là là, on n'a pas le droit de le dire, donc on va essayer de biaiser, de trouver des choses. Et puis il se passera quoi? C'est que si d'aventure ils sont élus à l'Élysée, il ne se passera rien. On a déjà eu le phénomène. Je me permets de rappeler qu'en 1995, l'élection présidentielle a vu le triomphe inattendu de Jacques Chirac, qui a été élu à l'Élysée. Bien. Et puis en 97, Chirac, sur les conseils particulièrement délirants et mal avisés de M. Dominique de Villepin, Chirac a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, sans aucun motif. Le seul motif, c'était que, à partir du moment où le mandat à l'époque était de 7 ans du président de la République, si on dissolvait au bout de 2 ans, la nouvelle Assemblée qui durait 5 ans permettrait à Chirac de terminer son mandat de 7 ans avec cette nouvelle Assemblée. Et à l'époque, M. de Villepin avait eu des visions, comme il en a régulièrement. Il avait dit que la majorité chiracienne l'emporterait haut la main. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que c'est la majorité et Jospin qui est devenu Premier ministre. Bien. Mais je me rappelle très bien, et ça c'est vraiment, vraiment important, c'est que pendant la campagne pour les élections législatives de 1997, suite à la dissolution conseillée par Villepin, décidée par Chirac, il y avait, pendant la campagne électorale, Jospin avait fait campagne, excusez-moi, 97, ça va quand même faire 30 ans, hein. Jospin avait fait campagne sur le fait que on ne pouvait pas supporter les contraintes européennes, et notamment les critères de Maastricht qu'il allait falloir alléger et supprimer, notamment en matière de déficit budgétaire, etc. Il avait fait campagne là-dessus. Mais il y a des gens, il y a des Français qui ont mordicus, qui ont cru que Jospin allait y arriver. Les Français croient, je vois d'ailleurs sur Internet, les gens disent ouais, moi non, ce qu'il faut c'est une Europe comme ça. Ah non, moi ce que je veux c'est une Europe, l'Europe des nations. Mais c'est pas nous qui décidons. Ça n'est plus nous ne décidons plus de rien. La seule chose que l'on puisse prendre comme décision, c'est de sortir de ce truc-là. Mais pour le reste, à partir du moment où on dit on y reste, on est noyé dans 26 avec 26 autres États qui ont des intérêts totalement opposés aux nôtres. Il s'est passé quoi en 97? Les Français ont élu une majorité PS. Jospin a été nommé à Matignon. Il avait été à peine nommé à Matignon que Chirac et Jospin sont partis à Berlin pour aller rencontrer le chancelier allemand. Et donc ils sont allés voir le chancelier allemand pour lui dire, ben voilà, en fait, ce que nous voulons, c'est faire sauter les critères de Maastricht, nous voulons modifier ci, modifier ça, etc. Et le chancelier allemand a dit « Nein ». Voilà. Oui, c'était le chancelier Schröder qui a dit « Nein ». L'Allemagne n'est pas d'accord. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que vous avez eu Dupontet et Dupondé, nos deux pieds nickelés, Chirac et Jospin, qui sont revenus en France. Et puis Jospin a été interviewé à la télé, sur le TF1 20h. Et puis Jospin a dit, ben voilà, nous sommes allés voir le chancelier d'Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas d'accord. Donc terminé. Voilà. C'était vrai. Mais ça, tout le monde le savait à l'avance. Tout le monde le savait à l'avance. C'est la raison pour laquelle, vraiment, j'insiste à quel point ne croyez surtout pas ce genre de billevesée. Ne croyez surtout pas que Retailleau va pouvoir fermer les frontières avec l'Espagne. Jamais. Jamais. Ne croyez surtout pas que l'ISNA va pouvoir faire prévaloir le droit national sur le droit européen. Ne les croyez pas. Ce sont des menteurs. Ou des menteurs ou des incompétents. Ça veut dire que de toute façon, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. La seule chose pour débloquer la situation, c'est de faire ce que je propose depuis 19 ans. C'est de dire on sort de l'Union européenne. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de ça, j'ai un de nos adhérents. Il me l'a fait passer tout à l'heure. Il a retrouvé une note du 13 juillet 1965. Donc, De Gaulle est président de la République. Et c'est pendant la période de la politique de la chaise vide de Luxembourg.
Donc je remercie cet adhérent qui doit m'écouter, je le remercie beaucoup. Il se prénomme Philippe, il se reconnaîtra. Et le conseiller juridique, c'est cette note du 13 juillet 1965, numéro 444, qui devait être adressée très probablement au ministre des Affaires étrangères, puisque ça a l'air d'émaner du ministère des Affaires étrangères. Note qui était destinée à Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, et très probablement au-dessus à Charles de Gaulle. Et je vais me permettre de vous la lire parce que ça vaut vraiment le coup. Et vous la trouverez, on va la mettre là-dessous. Note au sujet des problèmes juridiques posés par la crise de Bruxelles. Voilà. Donc, on rappelle, De Gaulle a décidé de faire la politique de la chaise vide. Et il y a une crise. Il y a une crise parce que la France n'est pas présente. Et voilà ce qu'écrit ce conseiller juridique, qui est donc au cabinet ministériel du ministère des Affaires étrangères. Il convient d'avoir présent à l'esprit que si la France ne se place pas délibérément, que si la France ne se place pas délibérément et clairement hors du système communautaire, nos partenaires de la CE, donc de la Communauté économique européenne, peuvent trouver dans celui-ci, donc dans ce système juridique, les moyens, au moment qu'ils choisiraient, de la conduire à la rupture. Premièrement, la note ci-jointe du 6 juillet, préparée par le SGCI. Le SGCI, c'est le secrétaire général de coordination interministérielle, justement pour coordonner la position de la France entre les différents ministères vis-à-vis de l'Union européenne. Enfin, vis-à-vis ce qu'on appelait le marché commun, puisque c'était avant Maastricht, donc avant la création de l'Union européenne. La note ci-jointe du 6 juillet, préparée par le SGCI en liaison avec le service juridique du département ça veut dire du ministère des Affaires étrangères, montre comment peut être attaquée notre politique de la chaise vide. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Mais au cas où il ne serait pas recouru à cette attaque directe, les États membres de la CE disposent d'une autre formule. Dans le domaine où peuvent intervenir des règlements à la majorité qualifiée, l'absence de la France ne bloque pas la procédure. Article 148.2. L'adoption de tels règlements n'est donc pas impossible. En conséquence, si le gouvernement refusait par exemple d'exécuter le prochain budget, initié par hypothèse hors la présence de son représentant, il pourrait être attrait devant la Cour de justice. Ça veut dire transféré devant la Cour de justice de la Communauté économique européenne. Mais, fait plus grave, d'autres règlements directement introduits dans le droit national en vertu des articles 189 et 191 continueront, même si la France n'a pas participé à leur adoption, à être appliqués par nos administrations et par nos tribunaux en vertu du jeu combiné des 10 articles et des dispositions de notre Constitution. La conséquence de ça étant, la note se termine, il y a même lieu de prévoir que par le jeu de l'article, je ne sais pas si on le voit à la caméra, que par le jeu de l'article 177 qui échappe au pouvoir exécutif, la validité de ces textes sera proclamée par la Cour de justice de Luxembourg. Ces réflexions font apparaître que si la France veut bloquer définitivement le mécanisme communautaire sur son territoire, elle devra, écoutez bien ça, elle devra à un moment quelconque proclamer son retrait de l'organisation de Bruxelles afin de consacrer la rupture entre l'ordre juridique national et l'ordre juridique de la CEE. 13 juillet 1965. C'était il y a 61 ans. Ça n'a pas changé. Voilà. Et ça, cette note-là, c'était Maurice Couve de Murville. C'est un petit peu technique, hein. Enfin, vous avez compris l'essentiel. Et au-delà de Couve de Murville, c'était Georges Pompidou, le Premier ministre, et Charles de Gaulle. Et comme de Gaulle aimait beaucoup connaître le fond des dossiers, cette note a certainement été lue par de Gaulle. D'ailleurs, de Gaulle avait dit à Perfit, sortir du marché commun, ça ne nous dérangera pas. Le monde est grand et la France a un grand rôle à y jouer. Donc, 61 ans après, nous sommes toujours dans cette même situation. Cette note est un bijou parce qu'elle montre qu'on a beau dire, on a beau faire, ça ne marche pas tant qu'on sera dans l'Union européenne, enfin, qui est le successeur de la CE.